Ouais, alors qui a fait le meilleur mercato, les amis? J'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on jette un coup d'œil à ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé sur les derniers mois, c'est-à-dire le plus gros mercato estival de l'histoire. Ça, c'est un graphique Transfermarkt qui est sorti il y a 5 jours, donc qui ne prenait pas encore en compte les derniers jours, notamment le transfert d'Alexis Sack, tout ce qui s'est passé sur le dernier jour du mercato. Et à l'époque, il y a 5 jours, 25-26, le mercato estival 2025 était déjà le plus gros de l'histoire. Il venait de battre celui de 23-24, 24-25 et 3e, donc sur les dernières années. Ça s'est bien emballé, un petit peu d'inflation aussi. Mais 8,86 milliards d'euros dépensés il y a 5 jours, ça veut dire qu'avec Isaac, on est déjà au-dessus de la barre des 10 milliards. Et en plus, il y a eu tellement de moves que j'imagine c'est plutôt 11, 12. On verra quand ils auront fini de compter. Mais ouais, 2025 a explosé le record, l'a démoli. Aujourd'hui, faisons un petit récap de ce qui s'est passé et constituons notre top 5. Les 5 clubs, on va monter crescendo. À la fin, on va faire ce top 5. Qui a fait le meilleur mercato? Qui est le vainqueur du mercato? C'est pas facile. C'est pas facile parce que déjà, juger un mercato, qui est-ce qu'on est pour juger un mercato? Il y a des directeurs sportifs, des armées de scouts qui travaillent beaucoup mieux, beaucoup plus que nous. Et juger un mercato quand on sait que la moitié des transferts échouent, je crois que c'est ça la stat qu'on sort régulièrement, ça donnera quoi dans un an? Très dur de savoir. Donc, première chose, on lit pas l'avenir. La deuxième, c'est que regarder les acquisitions, c'est bien, mais après, il y a aussi les ventes. On va regarder l'AC Milan, on va regarder l'Inter, on va regarder tout ce monde. Il y a les ventes, ça change beaucoup de choses. Les revenus complets à la fin, même si par exemple Liverpool est l'équipe qui a dépensé le plus cet été avec 482 millions, c'est le record. Personne n'a plus dépensé en un mercato que Liverpool 2025. Ils ont vendu pour 220, ça en fait pas le solde le plus élevé. Ça fait un solde bien élevé, le deuxième le plus élevé, mais pas le plus élevé. Donc il y a le solde. Chelsea est la deuxième équipe qui a dépensé le plus, 330 millions d'achats, mais en vrai, ils ont un solde positif, incroyable. D'ailleurs, sur les soldes les plus positifs, les équipes qui se retrouvent le plus en vert à la fin de ce mercato, il y a pas mal d'équipes de Ligue 1. Monaco est premier, Bournemouth bien sûr, qui a vendu toute sa défense, est deuxième. Nice est cinquième, Lille septième, Mont-Noël neuvième. Ça n'a pas aidé notre réputation de Farmers League, de Sellers Club. On n'a plus de droits télé, on a besoin de vendre. On fera une petite réflexion là-dessus à la fin. Mais ouais, tout ce que je veux dire, c'est que les ventes, c'est important aussi. Le coût d'achat, c'est important. On va essayer de l'évaluer au maximum dans cette analyse. Un même joueur, on ne peut pas juste regarder et dire « Ah, ils ont pris lui, bien ». Un même joueur à 30, ça peut être un très bon coup à 30 millions. Ça peut être un très mauvais coup à 60 millions. Donc, on va regarder ça un petit peu plus près. On va regarder les masses salariales qui évoluent, les constructions d'effectifs moyen terme, long terme. C'est pas juste sur la saison actuelle qu'on regarde, bien sûr. À quel point est-ce que tu t'es renforcé pour créer une équipe peut-être un petit peu dynastique sur les prochaines années. Le age profile, ça compte beaucoup. Le respect du fair play financier, toutes ces obligations-là, la masse salariale d'ensemble. Et tout ça pour dire qu'on n'est pas des directeurs sportifs. Effectivement, c'est pour ça qu'ils existent, pour ça qu'ils sont beaucoup mieux payés que nous. Ils sont là pour une raison. Mais aujourd'hui, on va se faire cette petite overview d'ensemble. Passons en revue une vingtaine de clubs, essayons de dessiner un top 5 à la fin. J'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour ce petit récap du Mercato 2025. Alors, commençons peut-être en Italie, commençons peut-être avec l'AC Milan, que j'ai brièvement ce matin à la table du salon avec mes notes, avec mon café, que j'ai brièvement considéré dans la discussion, parce que je trouve que ce qu'ils ont fait au milieu, avec les prises de Jachari, 36 millions à Bruges, Ricci, 23 millions au Torino, l'opportunité Rabiot qu'ils ont saisie dans les derniers instants du mercato, et bien sûr, un des gros coups de l'été en Italie, Luka Modric. Et franchement, quand tu peux avoir un milieu de terrain pour toute la saison, Jachari, Ricci, Modric, Rabiot, et il y a toujours Fofana, il y a toujours Loftus-Cheek, toujours quelques autres, franchement, au milieu, est-ce qu'ils n'ont pas un des meilleurs milieux potentiels d'Europe? Ensuite, je me dis, ok, ils ont quand même perdu Reinders. Ils ont vendu Théo Hernandez, que je trouve plutôt bien vendu, vu la situation dans laquelle ils se retrouvaient. Ils ont vendu Emerson. Ils ont vendu un petit peu de monde. Et du coup, leur balance totale, elle est positive. Plus 5 millions.
Ça aussi, je me dis, waouh, pas mal. Nkunku à 37, j'aime pas trop. J'aime bien le joueur, mais sa disponibilité, on sait, c'est un problème avec Nkunku, donc ça me semble assez cher payé. Je suis plus content si je suis Chelsea que l'AC Milan dans cette équation. Et après, pour une équipe Allegri, comme on en parlait l'autre jour, Estupiñán à 17, ok, mais je trouve qu'il manque un petit peu de qualité sur les côtés, les pistons, et peut-être aussi la défense centrale. Ils ont fait De Winter et ils ont fait David Odogwu au dernier moment. Ça veut dire qu'avec Tomori, Pavlovic, Gabia, ils ont 5 centraux pour 3 postes. Les pistons, Estupiñán, Bartesagui, Atekame, peut-être Selmakers. Mais ouais, peut-être un petit peu léger pour ces positions. Ils vont peut-être devoir réfléchir à une autre configuration tactique. Mais Allegri aime bien son 3-5-2. Donc on verra, mais ça m'a empêché de les mettre top 5, toute cette histoire. L'Inter, intéressant. L'Inter, un vrai cycle de rajeunissement. Sur les ventes, quelques petits gars, pas vraiment de joueurs clés, peut-être à part Benjamin Pavard, que Marseille a pris. Ils se sont débarrassés à la fin de Taremi, d'Arnautovic, de Joaquin Correa, pas mal de trentenaires pour l'équipe qui était la plus âgée d'Europe la saison dernière. Et ils ont pris donc Luis Enrique, 23 ans, Anjuan Boni, 21, Andy Diouf, 22, Petar Susic, qui a fait un très bon match l'autre jour, on en discutait, 21, Akanji, 30, un peu d'expérience quand même derrière avec Akanji, Pio Esposito qui revient de près, 19. Ouais, c'est l'idée, un nouveau cycle sous Christian Chivu. Tout ça pour un solde de moins 44. Je trouve ça pas trop mal. J'ai juste pas assez d'expertise sur les petits jeunes dont on vient de parler pour dire si ouais, c'est vraiment des cracks, ça va vraiment marcher, ça va réussir. Mais l'idée est bonne. Donc ouais, je trouve l'Inter d'ensemble plutôt intéressant ce qu'ils ont fait. Aussi un peu la Juve. Sur le gong, à la toute fin, le fait d'avoir ajouté Edon Djegrova et Loïs Openda. Alors Openda, c'est un prêt avec obligation d'achat. Le total, je crois, 45-46 millions. Peut-être un peu cher, mais Openda est encore jeune. Le fait d'avoir fait David libre, alors certes, sans doute, une grosse indemnité de transfert payée à lui, une prime à la signature. Mais ouais, ça se voit que c'est une équipe désormais de Damien Comolli, qu'ils ont pris pas mal de Français ou de joueurs Ligue 1. Et dans l'ensemble, je trouve que dans le sens des arrivées, c'est pas trop mal. Ils ont gardé Vlahovic aussi à la fin, et peut-être qu'ils auraient pu vendre un petit peu plus cher les gars qu'ils ont laissé partir. Mbangula, 10 millions à 21 ans seulement au Werder pour un offensif qui avait montré des petites choses intéressantes. C'est pas catastrophique, peut-être. Il n'a pas sa place à la Juve, peut-être, mais 10 millions, c'est pas énorme quand on va parler de certains clubs de première ligue qui ont tellement bien vendu leurs indésirables. Savona, à 22 ans, qui part à Forest pour peut-être seulement 13. Fagioli par la Fio, 13,5. Alberto Costa, Rovella. Pas mal de jeunes qui ont été vendus, mais qui n'ont pas été considérés comme étant au niveau Juve. La bonne nouvelle pour la Juve aussi sur cette année, c'est qu'il va y avoir le retour de Bremer. Donc ça leur permet d'avoir plus d'options en défense centrale. Ils sont pas mal là-dessus. Il manque peut-être un peu de pistons de qualité. Ils ont fait João Mario de Porto que je connais pas assez. Mais ils manquent peut-être un petit peu de pistons de qualité pour eux aussi être sur un 3-5-2, 3-4-3, 3-4-2-1, quelque chose que Tudor aime bien. Peut-être à la fin, tu repasses plus sur un 4-3-3 avec maintenant David, Openda, ou un 4-2-2-2 peut-être, avec Conceição, Yildiz peut-être sur les côtés, Openda, David, une paire en pointe, et à un milieu, je sais pas, avec peut-être Kefren et Locatelli. On verra ce que fait la Juve tactiquement, mais franchement, Tudor a des options. Et dans l'ensemble, je pense que leur balance est pas catastrophique, vu qu'ils ont fait ces quelques ventes. Où se trouve la Juve niveau balance totale, moins 50, correct. Et je pense qu'ils se sont, dans l'ensemble, renforcés. Je dirais pas la même chose si on va en Allemagne désormais, du Bayer Leverkusen. Encore une fois, dans le sens des arrivées, c'est cool. Tillman, j'aime beaucoup. Kwanza, j'aime beaucoup. Ben Seguir, j'aime bien. Badé, j'aime bien. Quelques petits coups tentés ici et là. Dans le sens des arrivées, c'est cool. Et tout ça pour une balance de plus 30 millions. Génial. Ouais, mais on sait bien sûr qu'à Leverkusen, il y a eu... ils ont fait Echeverry aussi qui arrive en prêt, quelques petits gars qui arrivent en prêt, mais on sait bien sûr qu'à Leverkusen, le problème, il est ailleurs. Le problème, il est dans le sens des départs, où Wirtz, Frimpong, Xhaka, Radeki, Ta, Hincapié dans les derniers moments, même Boniface est parti au Werder. Bon, peut-être qu'à niveau blessure, il avait assez peu joué la saison dernière, Chic avait pris sa place, et bien sûr en ayant perdu Xabi Alonso.
en ayant perdu Erik ten Hag, qui a déjà été viré. C'est une situation difficile à Leverkusen. Il y a des bonnes prises. Je pense qu'ils partent, comme on a dit, sur plus qu'un nouveau cycle, plus que tourner la page. C'est quelque chose un nouveau monde qui s'ouvre à Leverkusen. Et je me sens pas parfaitement compétent pour dire ce que ça va donner. Il y a des joueurs que j'aime bien, mais ils ont tellement tout changé. Au moins, ils ont peut-être pris la bonne décision de virer ten Hag tôt, vite, en s'étant aperçu que ça marchait pas. Donc ça leur donne du temps pour rectifier. Bah, ils sont dans une drôle de position, Leverkusen. Je vais dire une chose qui semble logique. Je ne les ai pas considérés dans mon top 5. Le Borussia Dortmund non plus, pour être honnête. Même si Job Bellingham, ça a l'air d'être intéressant. Fabio Silva, je ne sais pas trop ce que ça a donné sur les dernières années. Chukwuemeka pour 20. Peut-être que ça a payé un petit peu cher certains de ces coups-là. Et dans le sens des départs, Gittens, voilà, pour le coup, peut-être pas trop mal vendu à Chelsea pour quasiment 60. Moukoko vendu à Copenhague. Dans le sens, je ne vois pas assez de mouvements véritables à Dortmund pour considérer qu'ils ont fait vraiment une énorme upgrade de qualité. Quand Schlotterbeck reviendra dans peut-être quelques semaines, Transfermarkt dit début octobre, disons 2 mois pour être large, ça ira mieux. C'est sans doute leur meilleur joueur qu'ils ont perdu sur blessure à l'époque. Chukwuemeka peut-être, avec plus de temps de jeu, peut-être Chukwuemeka, Nmecha, Bellingham, il y a des milieux jeunes et à valoriser. C'est intéressant, je trouve, devant quand même. Ils n'ont pas vendu Max Beyer à Brentford à la fin, donc ça c'est cool, mais par exemple, ils ne sont pas débarrassés de Brandt. Ils ont gardé encore quelques indésirables, et je ne sais pas s'ils ont fait assez pour véritablement se renforcer. Je ne les ai pas considérés dans le top 5. Le Real, je les ai considérés dans le top 5, parce que tu es obligé, mais je ne les ai pas mis dans le top 5 à la fin. Pourtant, avec Dean Huijsen, que 62, et Alvaro Carreras, ok, là 50, ils ont mis le vrai chèque. Bah, ils ont fait, je pense, 2 des 10-15 meilleures prises de ce mercato estival. Huijsen plus haut encore que ça, peut-être top 5 Huijsen. Dans quelques années, on dit peut-être que Huijsen, c'est le meilleur défenseur central du monde. Il est déjà en train de montrer à quel point il est hyper important dans ce Real Madrid-là. Et ce Real avait besoin de faire des renforts derrière, de se rajeunir derrière. Donc, Huijsen 20 ans, Carreras 22, pour un peu plus de 100 millions d'euros à eux deux. Ça, je pense, c'est des très bonnes prises. Alexander Arnold, j'en ai déjà parlé, je ne suis pas fan. Je pense qu'au moins, ils l'ont pris libre. Enfin, 10 millions payés à Liverpool pour libérer avant la Coupe du Monde des clubs. Mais c'est un gros salaire pour un gars qui, à mon avis, ne correspond pas aux besoins de ce Real-là. Pas méga fan de cette prise. Et Mastantuono, on verra. On ne connaît pas assez bien encore. S'il est le crack qu'il est, 45, ce sera considéré comme pas cher du tout. Mais ma sensation à la fin, c'est que le Real a peut-être pas assez bougé, à lâcher Modric, Vasquez, libre, etc. Mais pour une balance totale de moins 165, ils ont sans doute cet argent à dépenser, mais pour moins 165, je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont véritablement équipé Xabi Alonso pour son an 1, pour sa première année, la première version de la voiture. Je ne sais pas si elle est véritablement prête pour challenger au plus haut. Je ne sais pas si il aurait pas fallu faire une vente d'un des joueurs offensifs pour rééquilibrer un petit peu toute la structure et se former une identité un petit peu plus claire et un petit peu plus moderne. Peut-être pour tout ce qu'ils ont dépensé et pour cette balance-là, l'équipe n'a pas assez changé. Mais on verra. Arda Güler plus impliqué dans le 11, quand il y aura le retour de blessure de Jude. Peut-être j'aurais quand même fait une vente d'un des offensifs. Même Rodrigo est resté, donc c'est bien sur le papier, mais peut-être ça ne résout pas tout à fait tes problèmes d'équilibre. Ma sensation, c'est qu'ils auraient peut-être dû aller un petit peu plus loin, être un petit peu plus radical dans leur idée, pour là véritablement se dire « Waouh, ok, ils ont vraiment bien changé. Ils se sont améliorés derrière, ça c'est sûr. » Et encore une fois, la prise de Huijsen mérite qu'on les considère dans le top 5. Je n'ai pas mis dans le top 5 à la fin, j'ai quand même considéré. Peut-être ils seraient dans mon top 10, mais en même temps, en ayant aussi peu vendu, il faut regarder aussi cette solde, cette balance, ce solde-là. Et donc, ouais, dur à dire. Après, peut-être la prise de Xabi Alonso, c'est assez suffisant pour les mettre très haut. J'avais un doute sur les Real, c'est ce que je dirais. Le Barça, on va repasser dans un an, parce que Joan Garcia, c'est bien, mais on sait qu'ils ont trop de problèmes financiers. Pour véritablement être impactants sur le marché des transferts, s'ils arrivent à enregistrer tout le monde, c'est bien. Marcus Rashford, j'aime bien l'idée. En prêt, on verra ce que ça donnera. Rooney Bargi, ça coûtait quasiment rien. On verra si effectivement
Il est inscrit sur la liste, je crois que ça va le faire. Mais ça peut être un backup sur quelques minutes de Lamine Yamal. Et Johan Garcia, pour le coup, ça c'est vraiment bien, ça colle mieux à leur idée. Mais ouais, c'est un mercato minimaliste du Barça qui ne peut pas faire autrement et qui, je crois, sur les 3 derniers étés, a dépensé pour à peine plus de 100 millions, genre 120, 125, un truc comme ça. Ça montre bien la situation dans laquelle ils sont. Quand le nouveau Camp Nou sera livré, quand ils auront passé cette colline-là, parce que ça a l'air d'être une colline, vu à quel point ils s'en sortent, c'est plus une colline qu'une montagne, et ben on reparlera un petit peu des mercatos du Barça. Mais cette année, peut-être ce qui m'intéresse le plus, j'en ai discuté un peu hier, le retour de Bernal. Là, c'est peut-être la plus grosse recrue qu'ils auront fait cet été, le retour de Marc Bernal. Et du coup, en Espagne, je me demande si, même si leur début de saison n'est pas du tout convaincant, mais peut-être qu'il y a d'autres raisons pour ça, je me demande si c'est pas l'Atlético de Madrid que je kiffe le plus. De la créativité avec Alex Baena, Thiago Almada, dommage qu'ils aient pas fait Mio. De la solidité avec Ansco, Cardoso au milieu. Bon, Raspadori, je sais pas, peut-être 22, c'est correct. Peut-être que le problème, il est là. 108 millions de soldes, c'est quand même aussi assez conséquent. À niveau des ventes, Lino pour 22, ils se sont débarrassés de beaucoup de vieux aussi. Witsel qui est parti, Witsel 36 ans, Azpilicueta 36 ans, Lemar qui est parti libre, l'anglais, quoi, non, il est revenu l'anglais. Non, l'anglais il est arrivé libre en provenance du Barça. Vermeeren qui a été vendu, bon, on n'aura jamais eu trop l'occasion de voir, mais qui a été vendu 20 et prêté à l'OM du coup dans la foulée. On va revenir là-dessus. Pas mal de mouvements. Mandava, Reinildo qui est parti à Sunderland aussi, 31 ans. Saúl Ñíguez qui est parti au Brésil. Donc Rodrigo de Paul, bien sûr, à l'Inter Miami. Ils ont sorti beaucoup de leurs vétérans. Et il y a des promesses. Mais on verra ce que ça donne. Si on n'avait pas vu ce début de saison un peu bof-bof, je pense que je les aurais mis plus haut. Parce que sur le papier, j'aime plutôt bien l'idée. Mais on verra donc pour nos amis de l'Atlético de Madrid. Avant de passer sur Marseille, Monaco, Lyon, les clubs de Première Ligue, le Paris Saint-Germain, avant de passer sur tout ça, petite pause pour vous parler de mes amis de NordVPN. Cette vidéo est sponsorisée par eux. Bien sûr, vous savez que j'utilise tout le temps NordVPN, tellement pratique pour ne serait-ce que se sécuriser sur Internet, masquer son adresse IP, mais aussi pour accéder à du contenu géobloqué. Moi, je vis aux Pays-Bas, parfois il y a des trucs que je ne peux pas voir qui sont en France, les résumés de Canal, etc. Hop, pas un problème, je me connecte sur le serveur français et désormais j'ai accès à tout. En étant aux Pays-Bas, c'est quelque chose auquel vous pouvez avoir accès aussi avec NordVPN. Vous vous connectez par exemple aux Pays-Bas et vous avez accès sur la chaîne YouTube Ziggo Sport à des longs résumés, beaucoup de matchs où ils font 12, 13 minutes, 8 minutes minimum surtout. C'est vraiment pas mal. Ils ont beaucoup de championnats, donc ça permet de voir beaucoup de choses. Et moi j'aime bien aussi me géolocaliser par exemple en Angleterre pour aller sur Sky Sport Premier League, la chaîne YouTube, voir les résumés en VO, plus de contenu qui est exclusif à la Grande-Bretagne. Donc pour tout ça, c'est cool et vous avez accès avec le lien en description à une très bonne offre de bienvenue. 2,98€ par mois, ça revient à moins de 3 € par mois. C'est un engagement, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir avec 4 mois offerts, 12 x 2 plus 4, 28 mois pour la somme totale de 83,43 €. Tout ça, c'est accessible avec le lien en description. Moi, j'utilise NordVPN, je le recommande chaudement. Vous avez accès à ça avec le code, avec le lien nordvpn.com/Willou. Et merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. La suite, donc, c'est effectivement l'Olympique de Marseille, qui franchement a fait des coups intéressants. Aguerre pour 23, je sais pas. Mais Igor Pajao, j'aime beaucoup. Après, ils ont mis une vraie somme sur Pajao. On verra. Arthur Vermeeren, ça m'intéresse. Le prêt de Matt O'Reilly aussi. Dommage, avant sa blessure, quand il est parti du Celtic pour Brighton. C'était un des joueurs très intéressants. Et il s'est blessé tout début à Brighton, donc on l'a peu vu l'année dernière. Timothy Weah en prêt. Des transferts libres. Egan Riley, Aubameyang. Le retour d'Aubameyang, ça peut être pas mal. Ahmed Traoré. Des petits jeunes qui montent. Mais bien sûr, tout ça, ça a été dominé. Cet été, il a été dominé par le fiasco Rabiot. Et c'est tellement un fiasco. C'est tellement une catastrophe de perdre Rabiot dans ces conditions, peut-être ton meilleur joueur, que je ne peux pas les considérer dans le top 5. Il y avait de l'idée, mais en plus de perdre un joueur de cette qualité, bien sûr, l'ambiance que ça a mis, ça a totalement dominé la narrative, et c'est dommage, parce que
parce qu'il y avait de la promesse. Et même Pajao, on n'a pas pu le voir encore parce qu'il est blessé. Donc c'est un mercato qui, j'imagine, laisse pas mal de Marseillais frustrés. Ça aurait pu être mieux. Peut-être s'il n'y a pas ce but contre Rennes encaissé dans le temps additionnel, toute la dimension de ce mercato change. Mais voilà pour nos amis marseillais. Mon Noël, je kiffe l'équipe. Je prends beaucoup de plaisir devant ces petits gars. J'aime les idées, mais on est terriblement court. Après avoir perdu donc Mikotadze dans les derniers instants du mercato, c'est vrai qu'on a vendu Lucas Perry aussi et Ryan Cherki très tôt. Ça, on a eu le temps de s'adapter. Mais en perdant Mikotadze et en prenant au dernier moment un petit prêt de Satriano pour ce qui serait une somme totale de peut-être 4 millions avec l'achat derrière, ouais, c'est court pour une saison, encore plus pour une saison où on joue l'Europa League. Je reste optimiste, disons, parce que il n'y a pas le choix. Je passe de bons moments devant cette équipe. Je ne suis pas pour autant naïf et je vois effectivement qu'on fait un mercato DNCG. On fait un mercato où on finit avec plus 70 de balance positive parce qu'on devait. Et ça conditionne beaucoup des ventes qu'on a fait, mais aussi beaucoup des achats cool, sympas. Et l'ensemble, cette saison me hype énormément. Je kiffe aussi la situation dans laquelle on est. On nous offre des choses auxquelles on n'était pas censé avoir droit à la base. Donc on est juste content de survivre. Ce sera léger pour jouer les compétitions à fond. Et si on se qualifie pour les Coupes d'Europe, là, même si on fait top 7 cette saison, il faudra considérer ça comme une réussite. Ne nous laissons pas trop emballer par le fameux meilleur début de saison depuis 1980. Le mercato ne nous permet pas un tel emballement. Mais bon, ça va donner plus de minutes à des potentiels petits prospects et peut-être plus utiliser le centre de formation, ce qui n'est jamais une mauvaise chose. On a parlé de Marseille, on a parlé de l'OL. On va pas faire tous les clubs de Ligue 1, peut-être on pourra faire une autre vidéo sur tous les clubs de Ligue 1. J'ai parlé de l'OL pour aucune autre raison que je les kiffe. Mais sinon, les Européens, les Champions, les clubs Champions League, passons vite fait sur Monaco. Monaco, j'aurais bien voulu aimer plus. Ils ont gardé Akliouche et ils ont fait la plus grosse balance positive de l'été. Donc juste ça donne envie de mettre une bonne note. Mais se séparer de Ben Seguir et peut-être surtout de Singo, pas méga fan, quand derrière c'est beaucoup de coups risqués. Fati, Pogba, j'aimerais... Alors peut-être, ce serait extraordinaire, l'histoire serait dingue. Pogba en équipe de France dans quelques mois. Bon, il faut qu'il joue pour ça. Et d'ailleurs, ACAG aussi, Radeki, AG dans les buts, Stanis Idumbo, on va voir, je connais pas. C'est cool, mais ils sont un peu affaiblis par rapport à la saison dernière. Pour un club qui va jouer à la Champions, espérons que leur centre de formation leur apporte quelques vraies pépites. Si on va en Angleterre, Manchester United, un des mercatos les plus intéressants de l'été, ils ont claqué 250 millions. Balance totale, moins 176. Ils ont mis 225 sur 3 attaquants. Šeško, Bemo et Cunha, 75 chacun. C'est cool, mais je pense qu'ils ont overpay sur au moins 2 des 3. Et je pense qu'ils vont le regretter parce qu'au milieu de terrain, du coup, ils sont sous-équipés. Clairement sous-équipés. Après, ça se trouve, l'équipe, elle va prendre une tournure totalement différente parce que je ne sais pas combien de temps Amorim va rester. Garnacho, ils l'ont vendu 46. On peut dire, c'est bien, ils en voulaient plus, mais c'est aussi un peu de leur faute qu'ils en veulent plus. Dans une équipe qui joue pas forcément ce 3-4-2-1 dogmatique, peut-être qu'ils gardent Garnacho. Garnacho est un bon joueur, il est prometteur, c'est un des vrais prospects de ce club. Et je pense que aussi si ta communication est différente, tu réussis à en tirer un petit peu plus que ça, parce qu'il était vraiment présenté comme un indésirable. Pour moi, ça ressemble plus à un bon coup de Chelsea qu'un bon coup d'United, cette vente. Anthony, à la fin, est cédé 22 millions au Betis. I guess que tu n'avais pas le choix. C'est une vraie décote par rapport au prix auquel tu l'as acheté, mais peut-être c'est bien de s'en être séparé quand même, parce que ça allait difficile de lui sortir de trouver une porte de sortie. Højlund, prêté au Napoli avec une possibilité d'achat.
Ok, pourquoi pas. Rashford, Sancho sont sortis aussi. Rashford au Barça, Sancho à Aston Villa. Donc dans le sens des départs, c'est pas si mal que ça. Eriksen est sorti aussi parce qu'à fin de contrat. Lindelof est parti à Aston Villa libre. Dans le sens des départs, c'est pas si mal que ça, mais le milieu de terrain, effectivement, quand je vois cette rumeur qui n'aboutira pas à Carlos Baleba, c'était peut-être là où il fallait conserver un chèque offensif pour renforcer ton milieu de terrain. Dans l'ensemble, ils ont surpayé certains coups et ils se retrouvent déséquilibrés à la fin de l'été. Donc pour tout ce qu'ils ont dépensé, je ne peux pas dire que c'est un bon mercato de Manchester United. Et le début de saison n'est pas très bon non plus. Donc ouais, on verra. Alors, ouais, petit mot pour Sunderland. Je les ai mis parce qu'avec 188 millions d'euros dépensés, ça doit être le record pour un promu, peut-être de l'histoire du foot. Ils ont fait plein de coups intéressants. Habib Diarra de Strasbourg, Simon Andy-Grant Brighton, Enzo Lefebvre de la Roma, Brian Brobbey au dernier moment de l'Ajax, tout dernier moment, peut-être un petit coup de panique là-dessus. Talbi, excellent. Sadiki, excellent. Granit Xhaka, massif, je pense, comme prise pour la Première Ligue, pour survivre en Première Ligue. Bon, Bertrand Traoré de l'Ajax, bien sûr, je ne suis pas méga fan. Ils ont perdu Margouillou, qu'ils avaient réussi à prendre en prêt de Chelsea. Chelsea l'a rappelé, bien sûr, après la blessure de Liam Delap. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait Brian Brobbey dernier moment. Ils ont beaucoup investi. Eux, ils sont clairement pas dans l'idée de faire le yo-yo et de conserver un peu des billes pour être fort en Championship et remonter l'année d'après. Non, ils veulent se maintenir. Ils ont des grosses ambitions. Bon, leurs acquisitions ont été à la hauteur de leurs ambitions. Et même s'ils ont perdu Job Bellingham, ils ont mis les moyens. On verra ce que ça donne. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'interrogations. Mais sur l'idée, j'aime bien. J'aime plus que ce qu'a fait Newcastle. Les pauvres, c'est sans doute les gros perdants de l'été. Quand tu as un solde à la fin de moins 114 millions, mais que ton équipe s'est affaiblie, c'est compliqué. Avec bien sûr le départ forcé d'Alexis Sack, ça leur a fait mal. Les autres départs, à la rigueur, ça va. Peut-être c'était le moment effectivement de se séparer de Callum Wilson. Longstaff à 27 ans à Leeds. Après, il manque un petit peu de profondeur au milieu de terrain. Mais pour moi, le gros problème de Newcastle, c'est qu'ils ont surpayé toutes leurs acquisitions. Voltema 2, 85. J'aime bien Voltema 2, il est prometteur. 85, je crois qu'il est coté à 30 sur Transfermarkt. Elanga, 61. Wissa, quasiment 60. Il a 28 ans. Non, Wissa, 60, c'est trop. Jacob Ramsey, ok, 45. Beaucoup de joueurs pris en Première Ligue et tu payes le coût Première Ligue. Malik Thiaw, même Malik Thiaw, que j'aime bien, 35. Newcastle, on sait, a eu des problèmes de direction sportive. Je ne sais même pas s'ils ont pris finalement leur nouveau directeur sportif. De ce que j'ai checké, dernières infos, j'avais pas l'impression que c'était totalement concrétisé. Il y avait des rumeurs, mais ils ont changé beaucoup de directeurs sportifs sur la dernière année. Eddie Howe apparemment était un petit peu aux commandes sur les transferts. Peut-être qu'il a un biais Première Ligue, peut-être qu'il a un biais des joueurs qu'il connaît. Et surtout, l'histoire Alexis Sack a tellement dominé leur été. Ils ont raté énormément de leurs cibles. Ça n'a pas aidé. Et ils en sortent avec l'étiquette du perdant et du club que les joueurs n'ont pas voulu rejoindre. Tout en ayant beaucoup dépensé. Donc ils sont dos au mur. En plus, ils ont perdu des gars sur blessure. C'est un peu la catastrophe pour Newcastle. Et j'imagine qu'en ce moment, l'ambiance au club, c'est un peu la déprime. En revanche, très curieux de voir Voltema 2 en Première Ligue. Donc juste pour ça, je vais regarder quelques-uns de leurs matchs sur les prochaines semaines. C'est sûr que leur mercato, ça ressemble au mercato des perdants. Si on passe aux gagnants, tout le reste, tout ce qui va suivre, j'aime plutôt bien. Par exemple, Tottenham, pareil, moins 170 dépensés, donc une balance nettement négative. Mais par contre, Xavi Simons, Kudus, Tel, qui se concrétise pour 35, on verra, pour l'instant c'est juste du potentiel. Mais si ça marche, ça peut marcher fort. Ils sont jeunes, 22 ans Simons, 24 ans Kudus, 20 ans Tel. Kudus a peut-être eu 25 depuis. Kevin Danso, pris pour seulement 25 millions. Vučković, ça se concrétise. Il va repartir en prêt à Hambourg, si je me souviens bien. Mais c'est un potentiel crack. Takai, le japonais pour 20 ans. Et Palinha, qui honnêtement, pour ce qui coûte, un prêt, je pense que le Bayern va s'en séparer à la fin pour pas trop cher. Il a l'air déjà d'avoir fait un impact, d'avoir eu un impact conséquent dans cette équipe.
Kolo Muani aussi, en prêt à la fin, on verra les conditions. Mais ouais, je trouve que dans le sens des arrivées, ils se sont bien renforcés en ayant tourné la page Heung-min Son, en ayant fait quelques sorties ici et là, pas de joueurs véritablement majeurs, et en ayant pris Thomas Frank, un top coach. À la fin, non, ils n'ont pas fait Savigno, ils n'ont pas fait Rodrigo, mais je pense qu'ils se sont renforcés et ils se sont offerts plus de possibilités. De la qualité athlétique, mais de la finesse aussi et de la créativité avec Xavi Simons. Et honnêtement, quand Kulusevski et Madison vont revenir, waouh, ils vont pouvoir faire une sacrée équipe devant. Pape Matar, Bergval, derrière Archie Gray, prometteur, et devant Xavi Simons, Madison, Kudus, par exemple, ces trois-là. T'ajoutes Kulusevski. Devant, ils ont Richarlison qui est en train de faire un top début de saison. Ils ont Brennan Johnson, ils ont Solanke, ils ont Tell, et maintenant ils ont Kolo Muani. Sans parler petit Wilson Odobert s'il se met à percer. Ah, franchement, ils ont une belle équipe. Peut-être limite l'effectif est un peu trop fat. Même sur les latéraux, Poro, Udoji, potentiellement Spence. En défense centrale, Dragutin va revenir. Romero Van de Ven, bonne charnière. Danso. Ah ouais, ils ont une belle équipe, Tottenham. Donc on verra. Ils ont calé l'autre jour contre Bournemouth. Très mauvais match contre Bournemouth. Mais j'ai vachement confiance en Franck et je pense que c'était un bon choix de changer Postecoglou pour mettre Franck. Et je pense qu'il a été bien équipé. À 210 millions de dépenses. Donc ok, ça a coûté cher. Mais j'aime bien ce que Tottenham a fait. Manchester City, c'est intéressant. Leur saison qui arrive est tellement importante. Eux aussi, ils ont dépensé pour quasiment 207 millions dépensés. Je trouve que les acquisitions qu'ils ont faites, il y en a certaines qui sont à très bon coût. Cherki pour 37, ça ressemble à un des coups de l'été. C'est vraiment le... Ce serait pas pareil si c'était Cherki pour 60. Mais là, Cherki pour 37, quoi qu'il arrive, je pense pas qu'ils le revendront en dessous de ça. Et potentiellement, ils le revendront pour beaucoup plus que ça. Il a que 21 ans. On connaît ses qualités. Ait Nouri sur la largeur, je trouve que c'est très bien aussi, encore une fois, pour seulement 37, à que 24 ans. Reinders, c'est plus cher, 55. C'est à peu près la valeur de Reinders sans doute, à 26 ans. Mais je pense que c'est une bonne prise. Je suis plus curieux de ce qu'ils ont fait au niveau du gardien. Prendre d'abord Trafford pour 30 et ensuite Donnarumma pour 30 en vendant Ederson. Les deux, Trafford et Donnarumma, sont un très bons shot-stoppers, mais pas vraiment à l'aise balle au pied. Donc je comprends pas l'intégration dans le module Guardiola. Sur les gardiens, est-ce qu'ils ont vraiment fait une upgrade par rapport à Ederson? Sur l'âge, ok, mais ça ressemble aussi à prendre un petit peu deux numéros 1 qui sont pas les plus à l'aise dans le système Pep. Dans le sens des départs, par contre, alors, De Bruyne aurait peut-être encore des choses à contribuer à ce Manchester City. Mais niveau masse salariale, le fait de sortir De Bruyne, Walker et Grealish, ça allège significativement la balance. Grealish, en plus, j'aime plutôt bien la structure. À Everton, c'est un prêt payant de peut-être 5-10 millions avec une option à 50 livres, 50 millions de livres, qui n'est pas obligatoire, mais on peut imaginer qu'Everton, club de Première Ligue, si ça marche comme c'est en train de marcher là sur ce début de saison pour Grealish, peut-être que City a trouvé une porte de sortie à Grealish pour plus de 50 millions de livres. Je pense que la structure de ce deal, elle est pas mal. Akanji est parti à l'Inter, ok. Makati, vendu 25 millions à Forest pour un joueur qui n'était pas utilisé par Pep, pas vraiment. Avec en plus des clauses intéressantes. Donc, on sait qu'il est talentueux. Je ne pense pas qu'il aurait eu sa place véritablement dans le 11 titulaire de City, même dans les 15-16. Et s'il explose à Forest, City a une très bonne clause à la plus-value et deux, une clause de rachat. Donc ils se sont parés. Si Makati à Forest en Première Ligue, ça marche, il n'est pas perdu pour City. Il y a juste le truc du gardien, je ne suis pas méga fan de ça, mais je les ai considérés dans le top 5. Ils se sont rajeunis. Pep a dit, on prépare une équipe, pas que pour la saison qui vient, pour les prochaines saisons, 2, 3, 4, construire le nouveau Manchester City. Et ouais, on en parlait dans l'intro, la réflexion long terme, disons minimum moyen terme, pour une équipe qui a effectivement besoin de rebâtir, je pense qu'ils ont pas trop mal avancé. Et ils ont fait quelques coups vraiment intéressants quand on considère le tarif, notamment Ryan Cherki. J'ai pas mis pour autant dans mon top 5. Et j'ai pas mis non plus le Bayern. J'ai hésité. Eux, c'est peut-être un peu l'inverse.
il me semble s'être renforcé significativement à court terme, mais en ayant un peu surpayé et des joueurs un peu plus âgés. Luis Diaz, par exemple, ça les renforce. On le voit sur le début de saison, ça les renforce. Par rapport à Leroy Sané qui est parti, ça les renforce clairement. Et quand Musiala sera de retour, Kane en pointe, Musiala en 10, Olysée à droite, Luis Diaz à gauche, magnifique quatuor, un des meilleurs d'Europe. Mais 70 ans pour un mec qui va avoir 29 ans, 70 millions pardon, pour un mec qui va avoir 29 ans cette saison, c'est beaucoup. Nico Jackson qui a été fait donc à la toute fin, ça s'est concrétisé parce qu'effectivement Chelsea, en ayant rappelé Margouillou, a pu libérer Jackson après la blessure de Delap. Et Jackson, c'est un prêt payant de 16-17 millions et une option, non, une obligation de 65. Donc Jackson, ça va faire une enveloppe totale à 80. Jackson est sous-coté. Les chiffres avancés de Jackson sont très bons. À la création, il est très bon. C'est un super joueur à avoir dans le dernier tiers. 80, c'est beaucoup quand même. Pour un mec qui va renforcer le secteur offensif, mais il y a quand même Kane devant. Et Kane va durer encore. Ok, il est au-delà de la trentaine, mais si vous regardez Kane, quel joueur. La qualité dans le dernier tiers au total, cette machine à XA qu'il est. Kane va durer encore un moment, donc c'est pas comme si demain Jackson prend sa place. Et Jonathan Tah, 29 ans, bon, il est pris quasiment libre, mais je me dis que peut-être le Bayern aurait pu se renforcer un petit peu derrière, déjà davantage, mais avec un petit peu plus de jeunesse, comme d'autres équipes l'ont fait. Liverpool, on va en parler, Arsenal, on va en parler. Et je pense que le fait de ne pas avoir vendu Kim à la fin, ça va être un problème pour eux. Parce que là, il y avait une opportunité, il y avait des clubs intéressés, et honnêtement, il n'est pas bon. Pas bon au Bayern. Ça ne marche pas au Bayern. Il est très exposé au Bayern. Saison dernière, c'était une cata. Même sur le début de saison, je trouve ça difficile. Upamecano, j'ai vu l'autre jour aussi. Franchement, alors qu'il avait fait une très bonne saison 24-25, mais le début de saison actuel, pas méga fan non plus. Et du coup, je pense qu'ils sont peut-être un petit peu légers derrière. On verra Ito quand il revient de blessure. Mais la charnière centrale, elle va sans doute continuer d'encaisser pas mal de buts. Plus tu montes, mieux c'est pour le Bayern. Avec en plus l'arrivée potentiellement de Lennart Karl. Le milieu de terrain, il y avait peut-être un petit peu plus à faire, mais comme c'est 4-2-3-1, peut-être le retour de Pavlovic, qui a peu joué la saison dernière, avec Kimmich. Gnabry est intéressant dans ce rôle de 10 comme backup de Musiala. Les côtés, peut-être il y avait de quoi s'améliorer un petit peu. Peut-être que pour ce qu'ils ont payé, parce qu'à la fin, même si Transfermarkt dit 90 d'achat, avec Jackson, ça deviendra plutôt 170. Pour ce qu'ils ont payé, peut-être ils auraient pu se renforcer un petit peu plus de partout dans l'effectif. Les départs de Kingsley Coman pour 25, ça c'est bien, en Arabie Saoudite. Leroy Sané qui part et qui n'est pas prolongé, encore une fois, ça je pense que c'est bien. Ouais, dans le sens des départs, ils ont fait de bonnes choses. Ils ont vendu. Ah, Kouzi Azaré a été prêté à Fulham. Ok, intéressant. Ça a dû se faire dernier moment. J'avais pas vu ça. Mais je les ai mis très très proches du top 5. Je les ai mis 6e, le Bayern. Parce que je pense qu'à court terme, là sur la saison qui arrive, effectivement, ils sont bien renforcés. Et le secteur offensif, ça donne envie d'être regardé. Attention au Bayern, peut-être leur année, en tout cas pas trop loin du compte. Et en Allemagne, je pense ils n'auront aucune concurrence. Intéressant de voir cette en deux de Vincent Kompany, et peut-être ce mercato estival a été suffisant pour leur permettre de retrouver demi-finale de Champions, top 4 européen, être menaçant et être un prétendant. On verra. On passe au top 5. Et alors, par rapport au Bayern, qui typiquement a pas mal bougé devant, c'est peut-être une surprise pour certains de voir le Paris Saint-Germain. Mais honnêtement, je pense que le mercato du PSG est assez sous-coté. Parce qu'effectivement, dans le sens des arrivées, il n'y a que Zabarny et Lucas Chevalier. Déjà, Lucas Chevalier, j'en ai discuté dans une longue vidéo qui est sortie au moment de son transfert. La situation avec Donnarumma, émotionnellement et niveau communication, je ne pense pas qu'elle a été très bien gérée. Niveau salarial, niveau construction d'effectifs moyen terme, niveau adéquation au projet de jeu de Luis Enrique, c'est peut-être un très très bon move qui a été fait. On verra. Nouveau gardien, ça vient toujours avec plein de questions. Il y a toute une saison
devant nous pour juger. Les premiers pas sont pas mauvais. Encore une fois, ça fait bizarre de perdre Donnarumma, mais peut-être que ce gros move, c'est un bon move. Et après, dans le sens des départs, Asensio est parti. Skriniar est parti. Transféré, pas des prêts, des vrais transferts qui rapportent de l'argent, les 2 au Fener, et les 2, c'était 2 des 4 salaires les plus élevés du PSG. Soler est parti, Colomboigny est parti en prêt, dommage de ne pas l'avoir fait en transfert peut-être, pour le Paris Saint-Germain. Il manque peut-être dans cet effectif un latéral droit remplaçant pour Achraf Hakimi quand il partira à la CAN. Mais on a vu aussi la saison dernière qu'ils ont des possibilités de mettre Zaïre Emery, de mettre João Neves. Luis Enrique, on en a discuté, avait un peu une équipe Ligue 1 et une équipe Champions l'année dernière, quand ça a commencé à devenir sérieux, en mars, avril, mai. Et ça a permis de développer cette équipe Champions, de leur donner énormément de repères ensemble, d'avoir un effectif un petit peu plus restreint, et peut-être cette saison de continuer à donner encore un peu plus de place aux Titi, Mayulu, Mbaye, d'autres. Surtout, la raison pour laquelle je les mets aussi haut, à la 5e place, c'est qu'ils ont gardé des munitions. Et ça, quand tu es effectivement déjà champion d'Europe, que tu fais pas de vente massive, leur balance totale, c'est moins 39 millions. C'est rien, ils sont quasiment à l'équilibre. Et bah ça me rappelle Liverpool de la saison dernière. Et à l'ère du fair play financier, tu fais tout un mercato en étant un énorme club comme le PSG qui a des revenus commerciaux immenses. Tu fais tout un mercato avec une balance quasiment à l'équilibre. Mercato prochain, s'ils ont besoin de faire des coups, ils auront des montagnes de cash. Et tout ça en ayant fait, on n'a même pas parlé, Zabarni, 22 ans, 22-23, un bon backup de Marquinhos et potentiellement pour prendre la relève sur la suite. Donc je ne les mets pas plus haut que la 5e place parce qu'ils n'ont pas fait un jump de qualité massif comme d'autres. Normal, c'est les champions d'Europe, c'est la meilleure équipe d'Europe. Jusqu'où est-ce que tu peux monter? Mais je pense que ce mercato, même s'il n'est pas aussi scintillant que d'autres, il a été très bien géré par la direction sportive du PSG. Et peut-être que ça les positionne pour faire des méga coups dans 1 an, s'ils en ont besoin. Alors, on n'en a pas parlé pour l'instant, parce qu'ils sont à ma 4e place. En vrai, je crois que je mets Naples. Naples, avec une balance positive, plus 12 millions, a fait Kevin De Bruyne, un des coups de l'été, a fait Rasmus Højlund, qui avait dépoté en Serie A. Est-ce qu'il peut retrouver un contexte de jeu à Naples, similaire à l'Atalanta, faire mal aux défenses italiennes? Honnêtement, je ne parierais pas contre Rasmus Højlund dans cette configuration. Ils se sont ajoutés de la largeur sur la gauche avec Miguel Gutiérrez, peut-être un très bon coup. Noah Lang, c'est peut-être un peu surpayé, 25. Sam Bekema, plus de profondeur en défense centrale, avec Buongiorno, avec Rahmani, avec Juan Jesus. Honnêtement, leur équipe, je la trouve très costaud. Et tout ça, ils l'ont financé avec le départ effectivement officialisé de Victor Osimhen. Ils étaient très solides défensivement l'année dernière, ils le sont encore. Ils ont gardé peut-être la pièce la plus importante, Antonio Conte, mais ils ont ajouté aussi du beau monde devant, en perdant quasiment personne. Tout ça en faisant plus 11 millions de balance. Pour moi, ils se sont repositionnés comme étant encore les favoris en Italie, et ils auront peut-être leur mot à dire en Champions, au moins sur les derniers tours. Je vois le début de saison, je vois pas une équipe hyper fluide, hyper prolifique offensivement, mais ils peuvent trouver leur osmose avec l'arrivée en plus de Rasmus Højlund et De Bruyne, McTominay, Zambo, Lobotka. Je pense que c'est un des meilleurs milieux d'Europe. Donc ouais, si De Bruyne reste healthy, ils vont retrouver aussi Lukaku. Ils ont pris Lorenzo Luca, qui peut leur apporter dans certaines configurations, mais je pense quand Lukaku reviendra, ce sera lui le titulaire, et maintenant il y a Højlund en plus. Franchement, l'équipe, elle est pas mal. Elle est peut-être un peu sous-cotée. Et je pense que Naples a fait finalement un bon été. On rentre dans le top 3. C'est les big boys. C'est d'abord Chelsea, pour déjà la bonne et simple raison que malgré 330 millions d'achats cet été, ils ont une balance positive. C'est un des rares clubs de Première Ligue dans cette configuration, certainement pour un club qui vise aussi haut, qui retrouve la Champions.
Ils ont dépensé pour 330 et ils ont une balance positive. Certes, ça aide d'avoir dépensé pour 1,5 milliard sur les derniers mercatos. Du coup, tu as des mecs à vendre, bien sûr. Mais je pense aussi que leurs prises, ils les ont fait à très bon coup. Honnêtement, il y avait un moment où peut-être Chelsea surpayait. Là, Liam Delap pour 30 millions de livres, parce que c'était sa clause de relégation à Ipswich. Pour un mec qui a claqué 12 buts Première Ligue saison dernière, qui a 22 ans, que Maresca a coaché à l'époque où Liam Delap était au centre de formation de Manchester City. Typiquement ça, très très belle prise. Garnacho, on en a parlé. Pour moi, pour moins de 50, belle prise. Pedro, 63, un peu cher, mais Joao Pedro, très très bon joueur, 23 ans seulement. Gittens, 20 ans, 56. Je veux dire, tous ces joueurs-là, Atto, capitaine de l'Ajax, plus de 100 matchs joués avec l'Ajax, 19 ans, défenseur central, gaucher, tellement dur à trouver, 44 millions. Et Estevao, c'est vraiment 34. C'est incroyable. Tous ces joueurs-là, Kendry Páez 10, je pense qu'il n'y en a aucun qui partira pour moins cher que ce qu'ils ont acheté. Et ça, c'est la stratégie de Chelsea. On le voit dans le sens des départs cet été. Ils ont vendu Madueke pour quasiment 60. Ils ont vendu Nkunku pour 37, c'est sans doute plus cher que ce qu'ils ont acheté. Mais vu le contexte, je trouve que c'est bien vendu. Ils ont vendu Félix pour 30. Ils ont vendu Hugo Chukwu pour 30. Ils ont vendu Dewsbury Hall pour quasiment 30. Donc quasiment aucune perte par rapport à l'année dernière. Ok, Renato Vega, pour moi ils auraient pu le garder. 25 à Villarreal. Mais vendre Broja, 23 à Burnley. Burnley les a régalés. Burnley a pris Hugo Chukwu, a pris Broja, a pris Bashir Humphries pour 14. Ils ont tellement bien vendu. Choukwemeka à Dortmund pour 20. Ils ont tellement bien vendu. Et encore, dans tout ça, il n'y a même pas Jackson qui part pour le prêt payant de 16, comme on a dit. Donc j'imagine les 16, ils sont inscrits. Mais avec l'obligation d'achat saison prochaine de 65. 80 millions au total pour le package Nico Jackson. Dommage qu'ils aient peut-être gardé Raheem Sterling. Ils n'ont pas réussi à le sortir. Et l'effectif, il est un petit peu trop fat pour Chelsea. Ouais, ils ont beaucoup de monde. Je sais que les coachs n'aiment pas travailler avec des effectifs trop gros. Tariq George est resté aussi. Ils sont prêts à pas marcher à la fin. Comme on a dit, Sterling est resté. Gouillou a été rappelé de prêt. Apparemment, David Datro Fofana est encore là. Ils ont fait Buonanotte de Brighton. Move que je trouve surprenant. Je ne sais pas s'il aura beaucoup de temps de jeu. Mais l'effectif à Chelsea, je le trouve très bon. Peut-être ils auraient pu se renforcer au niveau du gardien aussi. Robert Sanchez, je ne suis pas convaincu. La blessure de Colwill. Bon, peut-être avec Tosin et Chalobah, ils réussissent à s'en sortir. Ils ont pris aussi Jorel Atto, qui est quand même gaucher. Les postes, ils sont doublés un petit peu de partout. Le secteur offensif est très bon. Et tout ça avec une balance positive. On ne peut pas le rappeler assez. Plus 4 millions de balance pour Chelsea, en ayant dépensé autant, en étant ce club avec ces ambitions-là. Et honnêtement, leurs acquisitions, elles sont vraiment à bon coup. Et même, tu peux dire, leurs ventes aussi. Donc ouais, honnêtement, j'aime beaucoup le mercato qu'a fait Chelsea. Et il continue d'être dans la bonne direction pour moi. Arsenal, j'ai hésité avec la première place. Je les ai mis deuxième. Ils ont fait des renforts conséquents à toutes les positions. Zubimendi, je pense, excellente prise. Eze, bonne prise. Déjà 27 ans, la position exactement dans laquelle il va jouer, ça reste encore à déterminer. Ils se sont améliorés sur le secteur offensif, c'est clair. Madueke, peut-être c'est un peu cher, mais ça se voit aussi que Arsenal est dans une optique win now. Maintenant, on lâche les gros chèques parce qu'ils ont surpayé pour pas mal de joueurs, pas de beaucoup, mais peut-être quand même un peu surpayé. Mais bon, ils veulent se renforcer, ils font les efforts pour. Et Madueke est sous-coté. 56, c'est peut-être un petit peu trop, mais les chiffres avancés de Madueke sont excellents. Il va être un backup pour Saka. Il va pouvoir apporter des choses aussi sur la gauche. Je pense que Mosquera pour 15, c'est top. Norgard comme backup pour 12, c'est top. Kepa comme backup pour 6, c'est top. Hincapié qui a été fait au dernier moment à Leverkusen. Bien sûr, il y a Doman qui arrive dans l'effectif pro. Et au niveau des sessions, ils n'ont pas fait grand-chose. C'est ça le truc. Lokonga pour 300 000 à Hambourg. Partey est parti libre. Pas mal de monde qui est parti libre. Ça, c'est des bonnes choses. Tierney, Jorginho, Fabio Vieira a été prêté. Zinchenko a été prêté. Rhys Nelson a été prêté. Donc, ils ont sorti beaucoup de leur deadwood, mais ils n'en ont pas tiré d'indemnité de transfert. C'est peut-être pour ça que je les mets seulement à la deuxième place, parce que sinon, je trouve que dans toutes les positions, ils se sont significativement renforcés. Et ils sont forts. Ils sont forts et ils sont profonds. Ils ont peut-être l'effectif le plus profond du monde aujourd'hui.
où est-ce qu'on met Arsenal dans la conversation, c'est aussi à quel point est-ce qu'on croit en Victor Gyökeres. Je pense pas que ce soit un crack absolu, mais à 66 millions pour un 9, Arsenal l'a pas non plus valorisé comme un crack absolu. Voltema 2 est parti pour 85. Isak, à la fin, ce sera quoi, 140, 150. Gyökeres pour 65, c'est un coup, mais typiquement, c'est pas le transfert le plus cher d'Arsenal, même cet été. C'est seulement le 3e. Zubimendi a été pris pour plus, Eze a été pris pour plus. Quand on regarde aussi l'âge, Zubimendi 26 ans, Eze 27 ans, Gyökeres 27. Ils sont aussi un petit peu rajeunis avec Madueke, Mosquera, Hincapié. Mais Norgard 31, Kepa 30. Ça se voit aussi qu'ils sont en mode win now. Le but, c'est de tirer profit au maximum de la bonne période de garde, de Saka, niveau âge, niveau age profile. Mais pour Gyökeres, par exemple, je pense qu'il y a un monde où, si ça marche pas super fort, quand Havertz revient, il y a des matchs importants qu'Havertz joue à la place de Gyökeres. C'est pas forcément le 9 titulaire absolu de toute la saison, c'est juste une bonne option, voire une très bonne option en plus qu'Arsenal a pour jouer un style aussi très différent de ce qu'Havertz propose en fonction de l'adversité. Cet effectif, je le trouve, comme j'ai dit, très complet à toutes les positions. Mosquera, Hincapié, sous Saliba, Gabriel, pouf, quelle défense centrale. Ils ont gardé tout le monde d'important. Ils ont vraiment un bel effectif. Et il y aura peut-être un seul regret sur le mercato d'Arsenal, c'est de ne pas avoir cru qu'Isak était possible. Parce que c'était la seule option qui est substantiellement meilleure que Gyökeres. On peut débattre de Gyökeres, Šeško, Voltema 2, Bomo, Cunha. On peut débattre de tout ce monde-là. À la fin, on ne sait pas vraiment qui est le meilleur, qui fonctionnera le mieux à Arsenal. Le seul où je pense était sûr, c'était Isak. Et vu ce qu'ils ont dépensé cet été, je pense qu'ils avaient les moyens pour aller sur Isak. Et juste, ils ne l'ont pas considéré comme une possibilité. Peut-être c'est le seul regret qu'ils auront. Peut-être que c'est la raison pour laquelle on met Liverpool numéro 1 de ce mercato avec des réserves. Ils ont dépensé 482 millions. 482 millions. C'est la plus grosse dépense sur un mercato de l'histoire de ce sport. Ils ont fait les 3 plus gros transferts de l'été. Ils sont tellement gloutons. Isak pour 144, Wirtz pour 125, Ekitike pour quasiment 100. Les 3 plus gros moves de l'été, ils les ont fait. Ils ont fait 2 des plus gros de l'histoire. Isak et Wirtz, c'est 2 des 8 plus gros de l'histoire. Ekitike est dans le top 20 aussi. Ils ont beaucoup acheté. Si on ajoute Kerkez, si on ajoute Frimpong, si on ajoute Léonie, ils ont beaucoup acheté. Mais la raison pour laquelle je les mets aussi haut, c'est pas parce qu'ils ont pris potentiellement 4 ou 5 titulaires. C'est pas parce qu'ils se sont autant renforcés. C'est parce qu'ils ont super bien vendu. Malgré le fait qu'ils ont acheté pour 482, ils ont vendu pour 220. Ils ne sont pas, en ayant fait le mercato le plus dépensier de l'histoire de ce sport, ils ne sont pas ceux qui ont la balance la plus négative. C'est Arsenal. Bon, Liverpool est deuxième, mais Liverpool est mieux qu'Arsenal là-dessus. Parce qu'ils ont vendu, comme on a dit, Luis Diaz pour 70, l'année de ses 29 ans. 70. Darwin Núñez, 53. Ils ont quasiment pas perdu d'argent sur Darwin Núñez. Kwanza, 35. C'est énorme. Je pense que le deal avec Wirtz joue pour beaucoup là-dedans. Ils se sont un petit peu aidés, les deux clubs, niveau fair play financier. Mais Ben Doak est parti à Bournemouth pour 23 millions. Il a 3 matchs en première ligue dans sa carrière. Keller, à la rigueur, bon backup, peut-être 15, tu aurais pu en tirer un peu plus. Alexander Arnold, de toute manière, il devait partir. Je pense que c'est une bonne chose qu'il parte. Ils en ont quand même tiré 10 millions pour qu'il joue la Coupe du Monde des clubs avec le Real. Ça a bien aidé le Real qu'Alexander Arnold joue la Coupe du Monde des clubs avec eux. Ça valait bien 10 millions. Il est parti pour 10. Morton, 10, 15. Bon, on verra. Peut-être à la fin. Ça nous aidera bien. Mais à l'époque, on se dit, ouais, très bien vendu. Et même un Harvey Elliott, qui ici est renseigné comme un prêt. En vrai, il y a une obligation d'achat de 35 millions de livres, 40 millions pour Aston Villa. Encore une fois, tu vends Elliott quasiment 40, peut-être plus. Ben Doak 25, Darwin Núñez 53. Et ce mercato qui est quand même fat, comme on a dit,
moins 262. La balance, elle est énorme quand même, elle est lourde. Mais ils peuvent se le permettre. Parce que l'année dernière, ils ont pris quoi Chiesa pour 8 et Mamardashvili pour 30, mais qui arrive que cet été. C'est peut-être la situation dans laquelle se retrouvera le PSG en 2026. Désormais, Slot a beaucoup d'armes. Liverpool a des problèmes. Ils ont des problèmes d'équilibre. L'équipe, elle n'est pas encore totalement trouvée. La cohérence, elle n'est pas encore totalement trouvée. Mais ils ont les armes pour être la meilleure équipe du monde cette saison. Et avec l'arrivée d'Isak, tous leurs matchs vont être absolument à regarder. Bon les amis, pour ce petit récap du Mercato, on n'a pas parlé de plein de clubs, j'espère qu'on aura l'opportunité d'en parler bientôt, mais on est quasiment à 1 heure de vidéo. Disons simplement s'en sont sortis avec le solde le plus positif, c'est donc Monaco à 103 millions et Bournemouth à 100 millions. On aurait pu parler de Bournemouth, de comment ils ont géré tout ça. Stuttgart est 3e, Brighton 4e, Nice 5e, Southampton 6e, Lille 7e, l'Eintracht 8e, l'OL 9e et le Sporting 10e. Les clubs les plus dépensiers sont donc Liverpool avec 482 millions, Chelsea avec 328, Arsenal 293, Newcastle 289, United 250, Forest 237. C'est bien simple, le top 8 c'est de la Première Ligue parce qu'il est complété par Tottenham à 210 et City à 207. Et le solde, le pire solde, revient à Arsenal. Le Real est 5e. Sunderland est 6e. Voilà l'état de notre football. Et on n'a pas parlé de Galatasaray, on n'a pas fait de trucs un peu hors top 5, hors Big 5. On aurait pu. On va avoir l'opportunité de le faire très vite. Prenez soin de vous les amis, passez une excellente semaine. J'espère que ce petit récap Mercato vous aura plu. On se dit à très vite. Bisous.